Bonjour à tous. Et effectivement, on commence la 8e session de ce congrès 2020 Matangine. On va commencer avec l'atelier du lycée Paul Guérin de Niort, qui va nous parler de graphes numérotés. C'est Adèle Pifto et Anna Safarian qui vont exposer ce sujet. Le professeur de l'atelier, c'est Fabien Austin, et leur chercheur, c'est Abdallah El Hamidi. C'est à vous, à toutes les deux, Adèle et Anna. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, on va présenter aujourd'hui le sujet des graphes numérotés. Pour commencer, on va vous présenter le problème. Donc, les graphes numérotés, il va s'agir de différents graphes à n arêtes. Et on va numéroter le sommet de ces graphes avec des entiers qui vont être tous différents et qui doivent être compris entre 0 et n. Chacune de ces arêtes, elle va prendre la valeur absolue de la différence de sommets. Et le but, ça va être que ces arêtes aient toutes des valeurs différentes allant de 1 jusqu'à n. Donc on a l'exemple ici d'un graphe à 6 arêtes où on a placé sur les sommets des entiers de 0 à 6 en obtenant sur l'arête les entiers allant de 1 à 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sans qu'il n'y ait aucun qui se répète. Donc ce graphe ici est juste. On a commencé par travailler sur les graphes en ligne. Ici, on a l'exemple d'un graphe à 4 arêtes. Donc, les deux premiers exemples, ce sont des exemples qui fonctionnent, car on voit ici, on a nos arêtes numéro de 1 à 4, sans qu'il n'y ait aucune valeur qui se répète. Et on voit qu'il y a deux manières différentes d'obtenir nos 4 valeurs sur ces arêtes. En revanche, sur ce graphe, on voit qu'il y a la valeur 1 qui se répète sur une arête et la valeur 2 aussi. Ce qui fait que ce graphe est faux, car on l'a dit, on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même entier sur un graphe. Comme l'a dit Anna précédemment, il peut y avoir plusieurs options pour un même graphe. Mais nous, on a trouvé une technique qui semblerait marcher quel que soit le nombre de segments dans le graphe linéaire. Donc on commence par poser 0 sur le premier sommet, puis on pose n sur le second, afin d'avoir sur le premier segment une valeur de n, puisque la seule façon d'avoir n sur le premier segment, c'est de faire n moins 0. Ensuite, on va chercher à avoir des valeurs décroissantes sur les segments qui suivent, soit n, n-1, n-2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Pour avoir ces valeurs-là sur les segments, on va avoir au niveau des sommets 0, n1, n-1, puis 2, n-2, 3, n-3, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au dernier sommet. On s'est alors demandé comment connaître la valeur du dernier sommet sans avoir besoin de le tracer en entier. Eh bien, on a remarqué que si n était pair, alors le dernier sommet aura forcément une valeur de n divisé par 2. Donc si on a par exemple un graphe à 10 arêtes, le dernier sommet, un graphe linéaire bien sûr, à 10 arêtes, le dernier sommet sera égal à 5. En revanche, si n est impair, alors ce dernier sommet aura pour valeur n plus 1 divisé par 2. Donc par exemple, pour un graphe à 11 arêtes, le dernier sommet sera égal à 6. Donc, après s'être intéressé à ces graphes linéaires, on s'est intéressé aux graphes qu'on a appelés, nous, les graphes en pissenlit. Donc, les graphes en pissenlit vont dépendre de deux paramètres différents. Le nombre T, qui va être le nombre total d'arêtes sur la tige, ici en verte, et le nombre P, qui va être le nombre total d'arêtes sur les pétales, donc ici en noir sur l'image. Le nombre N, qui sera le nombre total d'arêtes du graphe entier, donc du graphe en pissenlit, va être égal au nombre total d'arêtes de la tige, donc P, plus le nombre total d'arêtes pour les pétales, donc P. Comme pour les graphes en ligne, on a essayé de trouver une façon de compléter chaque graphe en pissenlit, quelle que soit la longueur de la tige ou le nombre de pétales. On a donc commencé par s'intéresser à la tige de ce pissenlit. Et on s'est dit pourquoi pas ne
pourquoi pas procéder exactement comme pour les graphes linéaires. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a commencé par placer 0, puis n, donc le nombre total de segments, pour avoir n sur le premier segment. Puis ensuite, on a cherché à avoir une décroissance des valeurs, n, n-1, n-2 sur les segments, et donc au niveau des sommets, on avait 0, n, 1, n-2, n-1, pardon, etc. Le dernier sommet, on l'a appelé m, pour milieu de la fleur en fait. On s'est demandé comment trouver cette valeur de m. Eh bien, si t est pair, alors m prendra la valeur t divisé par 2, comme pour les graphes linéaires qu'on a vu en première partie. Par exemple ici, t égale 6, donc t est pair, et m est égal à 3, t divisé par 2. En revanche, si t est impair, alors m prendra la valeur n moins t moins 1 divisé par 2. Par exemple, ici, on a t qui est égal à 7, donc qui est impair, t moins 1 égale 6, divisé par 2, ça donne 3, et n qui est égal à 16, donc 16 moins 3 est égal à 13. On a bien un cœur de la fleur qui est égal à 13 ici. Finalement, on s'est demandé comment numéroter les pétales. Eh bien, nous avions déjà utilisé les valeurs les plus élevées pour les segments, n, n-1, n-2, etc. Il ne nous restait plus qu'à répartir les valeurs les plus faibles, 1, 2, 3, etc. Pour avoir ces valeurs-là sur les pétales, on a mis les valeurs n plus 1, n plus 2, n plus 3 sur les sommets si t est pair. Donc par exemple, ici on a t qui est égal à 6, m le cœur qui est égal à 3, et on a réparti sur les pétales 3 plus 1, plus 2, plus 3, etc. Si t est impair, alors au niveau des pétales, on aura m-1, m-2, m-3, comme on peut le voir ici. Finalement, on a un cas générable qui ressemble à ça, où on a juste fait regrouper la tige, les pétales et le cœur. Donc, après intéressé au cas des graphes en ligne, puis au cas des graphes en pissenlit, on s'est intéressé au cas des graphes cycliques. Donc, les graphes cycliques, contrairement aux graphes précédents, ce sont des graphes qui vont être fermés. On a ici l'exemple des graphes à n égale 3 et n égale 4. Après avoir testé plusieurs valeurs de n à la main, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à résoudre le cas à n égale 5, donc le pentagone. On a donc voulu faire un arbre pour nous représenter toutes les possibilités qu'on avait de résoudre ce graphe. On a commencé par placer 0 sur le premier sommet, puis 5 sur le second, donc n, car on l'a dit à plusieurs reprises, la seule manière d'obtenir n sur une arête, c'est de faire n moins 0. Ensuite, il a fallu placer l'arête suivante, 4, et les deux manières d'obtenir 4 ici, c'était de faire 5 moins 1, ou alors 4 moins 0. Ensuite, on plaçait 3 sur les axes. Donc on avait plusieurs manières de l'obtenir, soit en faisant 4 moins 1, en faisant 3 moins 0, encore une fois 4 moins 1, ou alors 5 moins 2. Jusqu'ici, tout semblait fonctionner. À l'étape d'après, c'est compliqué, car l'étape d'après, il s'agissait de remplir nos derniers sommets ici qui restaient. Donc on s'est rendu compte que quelle que soit la valeur qu'on mettait sur ce dernier sommet, on se retrouvait à chaque fois avec une arête qui se répète. Donc ici on a l'arête 2 qui se répète, l'arête 3, un peu plus loin l'arête 1, et cela dans tous les cas de figure sur lesquels on est arrivé à la fin de notre arbre. Et on l'a déjà dit, on ne peut pas avoir une même valeur qui se répète sur deux arêtes. Donc on a conclu que le cas à n égale 5 était impossible à résoudre. Ici, on a les exemples pour les graphes à n égale 7 et n égale 11. On va vous expliquer tout de suite comment on a résolu ces graphes. Donc, on les a résolus de la façon suivante. Donc, pour vous expliquer ça, on va utiliser le graphe n égale 15, puisqu'à chaque fois, on est parti, on va dire que dans une première partie, on va s'intéresser au graphe impair. Donc,
on place 0 comme d'habitude, et à gauche de 0, on va placer n plus 1 divisé par 2, donc ici 8. On expliquera plus tard à quoi ça sert. Ensuite, à droite, comme on a pris l'habitude de le faire, on place n, donc ici 15, et on va chercher à avoir une décroissance des valeurs au niveau des segments, soit 15, 14, 13, etc. Et une fois que ces valeurs sont placées, on s'est arrêté à 9, hein, bien évidemment, étant donné que 8 est déjà placé ici en haut. Une fois que ces valeurs sont placées sur les segments, les sommets sont assez faciles à remplir. Par exemple, ici, on avait déjà placé le 15 pour avoir 15 sur le premier segment. Et bien pour avoir 14, il n'y a plus qu'une seule façon, c'est de placer le 1. Ensuite, il nous restait la seconde partie du graphe à compléter. Et bien, cette fois-ci, on a cherché à avoir une croissance des valeurs des segments. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et on s'est arrêté à 7. Encore une fois que les segments étaient placés, les sommets étaient très faciles à placer. Ce qu'on a essayé de faire ensuite, c'est de trouver un moyen qui nous permettrait de passer du graphe impair au graphe pair suivant. Donc ici, tout à l'heure, on a vu les exemples des graphes à n égale 7, n égale 11 et n égale 15. Et ici, on a les exemples des graphes suivants. Donc n égale 8, n égale 12 et n égale 16. Donc pour vous expliquer comment on a fait pour passer du graphe impair au graphe pair suivant, ce qu'on a fait, c'est que l'arête ici à gauche du 0, on l'a comme sectionné 2 et on l'a placé sur le nouveau sommet créé, n plus 1, donc ici 16. Et donc on se retrouve avec notre 0, à sa droite le n 1 et à sa gauche n plus 1, notre nouveau n qui est pair. Et à gauche de ce n plus 1 se replace naturellement n plus 1 divisé par 2, puis n plus 1 divisé par 2 plus 1, etc. Comme on l'a dit précédemment, il y a le graphe 5 qui ne fonctionne pas, mais on a remarqué que ce n'était pas le seul. Le graphe 6 ne fonctionne pas non plus, 9 et 10 n'ont pas l'air de fonctionner, et sûrement d'autres. Donc pour comprendre pourquoi certains graphes ne fonctionnent pas, on s'est intéressé à la parité des nombres. On a remarqué que si on voulait une arête paire, il fallait soit l'entourer de deux nombres pairs, soit l'entourer de deux nombres impairs. Effectivement, pour avoir un nombre pair, il faut faire la soustraction de deux nombres impairs ou la soustraction de deux nombres pairs. En résumé, si on veut un segment pair, il faut qu'il soit encadré par deux sommets de la même parité. En revanche, si on veut un segment impair, on va devoir l'encadrer soit par un sommet pair, puis un sommet impair, soit un sommet impair, puis un sommet pair. Mais dans les deux cas, ça veut dire qu'il y aura un changement de parité entre les deux sommets qui encadrent notre arête impair. Donc comme on vient de l'expliquer, chaque arête impair entraîne un changement de parité du sommet. Si on part du sommet 0, ce qu'on a pris l'habitude de faire, et rappelons-le, le sommet 0 est un sommet pair, et qu'on y revient, forcément puisque nous sommes sur des graphes cycliques, donc notre point de départ est également notre point d'arrivée. Donc si on part du sommet 0 et qu'on y revient, on est donc passé par un nombre pair d'arêtes impaires. Et oui, si on était passé par un nombre impair d'arêtes impaires, alors on aurait eu un changement impair de parité. Donc on serait revenu sur une parité différente que celle du début. Or, c'est pas possible puisque nous sommes sur des graphes cycliques, donc notre point de départ et notre point d'arrivée. Et forcément, notre point de départ a la même parité que notre point d'arrivée. C'est pour ça que le graphe 5 ne fonctionne pas, par exemple, parce qu'il a trois arêtes impaires, donc un nombre impair d'arêtes impaires. 1, 3 et 5. Et c'est également pour ça que 6, 9, 10 et d'autres encore ne fonctionnent pas. Donc ici, dans ce tableau, on a rassemblé tous les cas qu'on a testés pour les graphes cycliques. Donc les graphes en rouge surlignés sur ce tableau, ce sont les graphes qui sont impossibles à résoudre. Donc les cas où n est égal à 5, 6, 9, 10, 13 ou encore 14, ce sont les cas où n est égal à 4k plus 1 ou alors 4k plus 2. En revanche, les cas où n est égal à 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 ou encore 16, ce sont des cas qu'on a réussi à résoudre, et ce sont les cas où n est égal à 4k moins 1 ou alors 4k.
Et voilà, merci à tous pour votre attention. On aimerait remercier notre chercheur pour nous avoir proposé ce sujet, ainsi que nos deux professeurs qui nous ont accompagnés tout au long de l'année. Eh bien, merci à toutes les deux. C'était un superbe exposé, très clair, très agréable à écouter. Il y a quelques questions, donc je vais essayer de vous les poser. La première question, c'est dans les cas des graphes linéaires, qu'est-ce que vous entendez par l'avant-dernier sommet? Alors, l'avant-dernier sommet, je me souviens pas qu'on ait parlé de l'avant-dernier sommet, euh, ou alors c'est peut-être que j'ai pas été claire. Il me semble pas qu'on parle de l'avant-dernier. En revanche, on D'accord. parle du dernier, celui qui est tout au bout. Et c'est pour celui-ci qu'on a essayé de trouver des valeurs sans avoir besoin de tracer le graphe en entier. Imaginons, on peut imaginer un graphe au nombre d'arêtes très très élevé qui soit pas traçable. D'accord. Oui, donc le dernier sommet, c'est celui qui est sur la droite de l'écran, quoi. Donc c'est ça. C'est À ça. droite. J'ai plus Ouais, le d'accord. curseur d'accessible, je crois, mais D'accord. Ok. Euh, Est-ce que alors attendez que je regarde parce que là il y a plein de gens qui posent des questions. On vous demande s'il y a plusieurs possibilités pour les graphes 6 clics pour n égale 16, 11 ou 15 que vous avez résolu. Vous avez donné une seule solution, mais on a vu que pour le cas linéaire pour 4, je crois que vous aviez plusieurs solutions, donc peut-être vous avez plusieurs solutions pour ces graphes-là. Est-ce que vous avez regardé ça? Alors, il y a en effet peut-être plusieurs solutions pour le résoudre, mais nous, on s'est intéressé à une solution et on a généralisé cette solution à la fin. D'accord. oui, c'est très probable qu'il y ait d'autres solutions, surtout pour les graphes cycliques où le nombre n est élevé. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On vous demande si vous avez testé d'autres types de graphes que les pissenlits, les linéaires et les cycliques. Et si vous avez des résultats, bien sûr. Non. Au début, on a tâtonné sur des graphes un peu différents, bah, notamment ceux que je vais mettre dans la page de présentation avec une croix au milieu. On a dû en tester quelques-uns comme ça, mais on s'est vraiment concentré au niveau des recherches, voilà, comme celui-ci, sur les graphes linéaires en pissenlit et cycliques. D'accord. Alors, on vous demande si vous avez une preuve pour les cas où ça ne marche pas. Ou parce que vous avez une démonstration pour les cas qui marchent ou sur d'autres exemples, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Euh, Pour les cas cycliques qui marchent pas, ce qu'on a pris comme preuve, en fait, c'est ce que j'explique sur la parité des nombres. Oui, Ceux d'accord. qui ne marchent pas, c'est parce que on peut pas, on part d'un point qui est d'une certaine parité, et par rapport au nombre de segments qu'il y a, on peut pas revenir sur un point de la même parité, donc c'est impossible en fait. Et moi j'ai une question, c'est dans votre tableau à la fin là que vous donnez sur ce qui est possible, impossible. Si vous pouvez le remettre, ça serait pas mal le dernier. Voilà, celui-là. Apparemment, c'est 2 fois impossible, 2 fois possible, etc. Est-ce que vous croyez que cette alternance continue après? Moi, je pense que oui, étant donné ce qu'on a pu remarquer au niveau ce qui est marqué en haut du diapo, les graphes qui ne fonctionnent pas semblent être les graphes 4K plus 2, donc forcément, ça va faire un graphe sur deux, enfin 2 graphes sur 4. Mais vous l'avez pas démontré ça, donc c'est juste une conjecture pour le moment. Oui, non, ça doit. Vous pensez que, enfin, je On vous n'a pas demande de- si vous l'avez démontré. Voilà. Non, mais Non, ça. non, je crois pas qu'on ait quelque chose qui serve de démonstration. Alors il y a quelqu'un qui demande si vous avez essayé ou si vous avez envie d'essayer avec les graves en quadrillage. Je suppose que c'est un grave avec un. Oui. Vous voyez ce que vous voulez dire en quadrillage. J'espère que vous comprenez. Est-ce que ça vous donne envie de regarder? Bah, pourquoi pas? J'avoue qu'on n'y a pas du tout pensé. Enfin, je crois pas. Anna, tu y avais pensé, toi? Non, pas du tout. On a pensé à plusieurs types de graphes au début et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé aux graphes en quadrillage. Bien, ben écoutez, je vous remercie de toute façon pour d'abord pour vos réponses qui sont très claires aussi pour cet exposé très intéressant, très très beau.